vous propose de démarrer ce webinaire. Donc je me présente, Laurence Amiot, donc je suis, manager du territoire est du Cap Emploi de Loire-Atlantique et donc référente sur l'activité maintien dans l'emploi. Donc, je suis accompagnée, ce matin par, Nathalie Normand et Amélie, Péanvio qui sont 2 conseillères, du Cap Emploi 44, sur, l'activité, maintien dans l'emploi. Donc nous sommes, ravis de vous accueillir, hein, pour ce webinaire, donc anticiper la reprise d'un salarié, les actions possibles pendant l'arrêt. Pour votre information, nous vous proposerons un second webinaire sur, le second semestre qui sera la suite, hein, de celui-ci puisque ce sera anticiper la reprise d'un salarié, les actions possibles à la reprise. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, nombreux sur ce prochain webinaire. Donc avant de commencer, je vous rappelle plutôt quelques règles, hein, donc bien désactiver votre micro, mais je vois que tout le monde, a l'habitude maintenant, des webinaires. Vous pouvez laisser votre caméra, activée, il y a aucun souci et puis, donc je vous propose dans un premier temps de poser vos questions, via le chat, donc dans, discussion ou converser et nous ferons des temps de pause, hein, pendant la présentation pour, répondre à vos différentes questions. Et dans un second temps, vous pourrez, activer vos micros et on échangera, de vive voix, hein, lorsqu'on aura, fini notre présentation. Donc nous avons choisi cette thématique, hein, anticiper la reprise d'un salarié, les actions possibles pendant l'arrêt, car nous sommes, vraiment convaincus que la détection précoce, est un facteur de réussite du maintien et qu'en effet, anticiper la reprise de son salarié peut permettre, d'identifier et de mettre en œuvre des conditions de retour adaptées et ainsi, faciliter la reprise, du salarié. Donc nous allons vous proposer dans le cadre de ce webinaire, donc nous allons rapidement, hein, vous présenter, le réseau Cap Emploi et notre offre de services, notamment l'activité maintien. Ensuite, nous échangerons, hein, sur l'importance de garder, le lien employeur-salarié en arrêt. Que permet une anticipation de la reprise? Et nous détaillerons les actions mobilisables pendant l'arrêt. Si on a le temps, puisque vous voyez, c'est assez, chargé, si on a le temps, on vous proposera un exemple, d'accompagnement. Donc n'hésitez pas, hein, pendant toute la durée du webinaire de, poser vos questions, via le chat. Le réseau Cap Emploi. Donc, depuis 2018, excusez-moi, les missions des Cap Emploi ont été élargies à la mission de maintien dans l'emploi. Donc les Cap Emploi accompagnent, vers et dans l'emploi, donc les personnes en situation de handicap et les employeurs publics et privés. Donc on a une convention de 5 ans qui va se terminer là en décembre 2022. Donc l'idée de cette structure unique, hein, c'est vraiment de proposer un guichet unique, une offre de service plus lisible et plus visible pour les personnes qu'on accompagne, pour les employeurs, pour les partenaires. C'est de sécuriser les parcours des personnes que nous accompagnons et toujours avec cette idée, hein, de prévenir, la désinsertion professionnelle. Donc notre service est gratuit puisqu'il est financé par, nos pilotes qui sont l'État, le FIPHFP, l'AGEFIP et Pôle emploi. Et nous avons actuellement un rapprochement avec Pôle emploi, hein, qui est en cours. Donc c'est vraiment avec cette idée de renforcer la complémentarité de notre offre de service, de nos 2 offres de services aux demandeurs d'emploi et aux recruteurs. Donc pour porter cette activité, cette mission, ce label Cap Emploi, vous avez donc, sur le département, de la Loire-Atlantique, donc c'est l'association GIR Pays de la Loire, hein, qui est la structure gestionnaire du Cap Emploi. Donc vous avez un Cap Emploi dans chaque, département au niveau national et chaque Cap Emploi est donc porté par une structure différente et donc au niveau national, donc ces Cap Emploi, sont portés par un réseau qui s'appelle KEOPS. Donc notre offre de service, donc au niveau du Cap Emploi, 44, nous avons donc des conseillers qui sont en appui auprès des employeurs au recrutement d'une personne en situation de handicap. Donc on est vraiment sur l'analyse de poste, proposition de candidats, évaluation des besoins d'adaptation, hein, et de la situation de travail et de l'intégration du salarié, enfin du demandeur d'emploi qui va devenir, donc salarié. Donc dans ce service, les conseillers sont aussi, vont vous permettre également de pouvoir bénéficier en tant qu'employeur, hein, des prestations et d'un appui, aux démarches de demande d'aide financière qui sont proposées par, l'AGEFIP et le FIPH. Donc ça, c'est le service recrutement auprès des employeurs.
Ensuite, nous avons, le service accompagnement vers l'emploi. Donc là, vous avez des conseillers qui accompagnent et aident les demandeurs d'emploi en situation de handicap à leur recherche d'emploi. Donc je ne vais pas, tout vous redétailler, hein, mais c'est identifier ses compétences, rédiger un CV, lettre de motivation, sélectionner les offres et cetera. Donc bien sûr, la mise en relation avec l'employeur et l'intégration. Donc ces conseillers, réalisent également un appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet professionnel et cette offre de service est également à la destination des salariés, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc là, il y a un conseil, hein, qui peut être apporté aux salariés, qui souhaitent s'engager dans une démarche d'évolution ou de transition professionnelle. Et donc ensuite, nous avons, le service maintien dans l'emploi. Donc, là, les conseillers sont en appui auprès des salariés et des employeurs, donc à la recherche, à la mise en œuvre de solutions de maintien, en lien avec le médecin du travail. Et donc là, je vais laisser la parole, à Amélie qui va, vous détailler un peu de façon un peu plus détaillée l'offre de service, maintien dans l'emploi. Alors, voilà. Donc, l'activité maintien dans l'emploi. Déjà, l'équipe, elle se constitue donc d'une responsable, Laurence Amiot. Nous sommes 9 conseillers répartis sur 4 territoires sur le département. Donc, voilà, il y a un territoire qui est plutôt rattaché à Saint-Nazaire, un autre plutôt au Nord-Loire, à l'Est et au Sud-Loire. Voilà. Nous avons également une assistante et notre intervention, elle se fait sur tout le département du 44. Nous intervenons. Donc, notre mission, hein, elle se porte auprès de tous les salariés, travailleurs indépendants, les agents des 3 fonctions publiques, pour toutes les entreprises du secteur privé et également bah, les exploitants agricoles également. Nous intervenons également pour les structures qui ont un accord agréé avec la GFIP, qu'ils atteignent ou non le taux d'emploi de 6%, voilà, comme demandé. Après, voilà, on adapte notre intervention en fonction de cette atteinte, mais voilà, toute entreprise peut nous solliciter. Les personnes pour qui on peut intervenir peuvent être en arrêt ou en poste, ça, il n'y a pas de limite là-dessus, et être titulaire d'un titre de BOETH, donc de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc les titres les plus connus, hein, sont la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, soit ce qu'on appelle le taux d'IPP qui fait suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, ou une pension d'invalidité. C'est les 3 titres que vous retrouverez le plus parmi les salariés, mais il y a également ceux qui bénéficient d'une carte d'invalidité ou bien d'une allocation adulte handicapé. Voilà. Nos missions, c'est d'intervenir s'il y a une apparition ou une aggravation d'un problème de santé ou d'un handicap qui pose souci sur le poste de travail, ou s'il y a une évolution du cadre professionnel et qui rend cette évolution incompatible avec l'état de santé. Ça peut être, par exemple, l'apparition pour des personnes qui ont une problématique visuelle, l'apparition ou la mise en place d'un nouveau logiciel métier au sein de l'activité qui, du coup, perturbe l'activité du salarié, qui ne retrouve plus ses marques. Enfin, voilà. On peut aussi intervenir si l'activité est amenée à changer et que cela pose souci aux salariés. Voilà. Quelques mots, l'activité maintien. Donc, ce que disait tout à l'heure Laurent, c'est qu'effectivement, le prérequis d'une détection précoce, c'est de maintenir le lien entre l'employeur et le salarié pendant l'arrêt de travail. On constate effectivement que plus le lien se distend et plus le retour en entreprise est difficile. Hein. Il y a de l'anxiété de la part du salarié, il n'a pas forcément connaissance de tous les changements qui s'opèrent pendant son absence au sein de l'entreprise, et il y en a au cours d'un arrêt, donc ça peut être des nouveaux collègues, une nouvelle organisation, de nouvelles missions. Voilà, c'est vrai que de maintenir ce lien-là, ça permet aussi de tenir un peu informé le salarié de ces changements. Et puis, on a souvent l'idée reçue que l'employeur n'a pas le droit de contacter son salarié pendant l'arrêt. Or, c'est possible, il faut que ça soit toujours fait avec bienveillance,
mais c'est possible. Sauf si un salarié voilà, vous exprime sa volonté de ne pas être du tout contacté. Là, il faut bien sûr respecter son choix, mais ça peut se faire. Alors, ça peut se faire par différentes méthodes. Ça peut être dans un premier temps des échanges peut-être de SMS, puis un appel lorsque l'arrêt est amené à durer. Ça peut être également un courrier envoyé avec un bulletin de salaire, notamment pour lui indiquer que le médecin du travail se tient à sa disposition aussi pour préparer une reprise. Et puis, dès lors que l'état de santé du salarié est stabilisé, c'est vraiment de commencer à échanger sur la date de reprise enfin voilà, la date de reprise ou une reprise qui s'amorce. Enfin, il faut pas couper ce lien, c'est important. Souvent, on a le sentiment que les salariés peuvent mal le prendre, mais en fait, il y a eu une étude qui a été faite par un comité de maintien dans l'emploi en Savoie qui, du coup, met quand même en avant qu'un salarié qui est contacté par son employeur pendant son arrêt, il va se sentir considéré par l'employeur, il sait ce qui se passe dans l'entreprise et ça lui permet aussi de garder ce lien et il ne se sent pas oublié. Donc, voilà. Et anticiper son retour, c'est aussi pouvoir revenir un peu plus sereinement et se laisser plus de temps. Donc, voilà. Donc Amélie, avant de poursuivre, il y a une question que je te pose. Donc s'il y a apparition de problèmes de santé et que par conséquent la personne n'a pas encore sa RQTH, peut-on nous solliciter? Oui, on peut, si la personne est dans une démarche de faire un dossier ou une demande auprès de la MDPH, il n'y a aucun souci. Nous pouvons tout à fait prendre en charge la demande et même l'accompagner dans cette démarche de reconnaissance qui est parfois un peu complexe. Voilà. Les dossiers ne sont pas toujours simples à comprendre ni à compléter. Donc, et si la situation le nécessite, on a aussi la possibilité avec la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées du 44, d'avoir une procédure simplifiée et accélérée si le besoin de reconnaissance est un peu pressant. Merci Amélie. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à les poser dans le chat. D'accord. Alors, effectivement, le fait de maintenir ce lien, on peut se dire que ça permet de détecter des situations plus précocement que lorsque la reprise s'amorce sans qu'il n'y ait rien eu de fait. Donc, une reprise anticipée, enfin, voilà, une anticipation de la reprise, ça nous donne du temps déjà pour préparer les choses, pour préparer le salarié, pour prévoir des rencontres, élaborer un plan d'action, identifier les freins et les difficultés qu'on va pouvoir nous prévoir au moment de la reprise et d'essayer de tout mettre en œuvre pour lever du coup ces difficultés-là. Ça nous permet aussi de travailler en lien avec les acteurs du maintien. Hein, donc, ça peut être de mobiliser, bien sûr, le médecin du travail qui sera un acteur primordial dans la démarche de maintien, mais aussi de mobiliser les acteurs comme l'assurance maladie, comme la DPH, comme on a pu le dire tout à l'heure. Bon, voilà. Nous, on a la possibilité, hein, on a des liens privilégiés avec ces acteurs, notamment on assiste à des cellules avec l'assurance maladie chaque mois pour évoquer les situations de personnes qui sont en arrêt ou qui amorcent une reprise et pour qui on a besoin de l'avis de l'assurance maladie ou de mobiliser des mesures de l'assurance maladie. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir anticiper ces reprises-là, ça permet aussi de mobiliser tous les acteurs autour d'une situation, d'une personne. Voilà. Anticiper la reprise, ça permet aussi d'avoir des échanges réguliers, de maintenir le lien s'il y a besoin, de temporiser aussi les actions qui sont à mettre en place entre le moment où on est sollicité et le moment où la personne elle reprend. Et puis, ça nous permet bien sûr de mobiliser des aides, des mesures ou des prestations qui seraient nécessaires en amont ou pour le moment de la reprise. Donc, voilà, on a accès à toutes les actions, mesures, prestations du droit commun, voilà, assurance maladie, MDPH, mais aussi les mesures spécifiques, plus spécifiques liées à la GFIP,
Voilà, on va vous en détailler quelques-unes tout à l'heure, mais il y a voilà, bien sûr d'autres choses qui peuvent aussi se faire après, un peu plus loin dans la reprise. Donc, et puis, l'objectif final, en fait, d'avoir cette anticipation de la reprise, c'est de sécuriser le salarié dans sa reprise, mais aussi l'employeur, voilà, en ayant tout mis en place pour que les choses elles, se passent au mieux. Nathalie, je te laisse la parole. Je ferai activement son. Donc, une des actions vraiment essentielles pour anticiper la reprise d'un salarié en arrêt, c'est bien évidemment la visite de pré-reprise qui est assurée par le médecin du travail, car c'est au final bien le médecin du travail qui va statuer sur l'aptitude ou pas du salarié à reprendre son poste de travail ou un autre poste au sein de l'entreprise et qui émet éventuellement des restrictions ou qui fait des recommandations pour le retour à l'emploi du salarié. Donc, cette visite de pré-reprise, elle permet au médecin du travail de réaliser un diagnostic de la situation du salarié pendant son arrêt de travail. Cela permet de faciliter son retour dans l'entreprise lorsqu'il y a des difficultés qui sont prévisibles pour la réintégration au poste de travail. Elle permet au médecin du travail d'établir les conditions de reprise nous avons perdu Nathalie. D'aménagement de poste de travail. Alors, Nathalie, ça a coupé quelques secondes. Oui. Donc, est-ce que tu peux revenir je ne sais plus où tu en étais. Que la visite de pré-reprise permet au médecin du travail de faire un diagnostic de la situation du salarié pendant son arrêt afin de faciliter son retour au poste. Elle permet au médecin du travail d'établir des conditions de travail les plus optimales et les plus adaptées à la situation médicale du salarié, à ses capacités, et d'anticiper sur d'éventuels besoins d'aménagement du poste de travail. Alors, les aménagements peuvent être des aménagements techniques, matériels, des aménagements d'horaire de travail, des aménagements du temps de travail, etc. Permet également d'anticiper sur des besoins de reclassement si un retour au poste antérieur n'est pas possible. Et puis de recommander également une démarche de réorientation professionnelle lorsque le retour au poste antérieur ou sur un autre poste au sein de l'entreprise n'est pas du tout envisageable. À l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail ne d'études. Par contre, il peut informer l'employeur et le médecin conseil, puisqu'on travaille en lien aussi avec l'assurance maladie, il peut informer l'employeur des recommandations qu'il va pouvoir émettre à l'issue de la reprise. Et ces recommandations, à l'issue d'une visite de pré-reprise, sont transmises à l'employeur uniquement si le salarié en est d'accord, donc s'il donne son autorisation pour que le médecin du travail présente ses recommandations à l'employeur. Cette visite de pré-reprise n'a aucune conséquence sur l'arrêt de travail. Ça veut dire qu'elle peut avoir lieu à n'importe quel moment de l'arrêt de travail, même si la loi elle prévoit le Code du travail prévoit que cette visite de pré-reprise ait lieu après 3 mois d'arrêt de travail, mais elle peut avoir lieu à tout moment de l'arrêt de travail. Et voilà, elle n'a pas d'incidence sur l'interruption de l'arrêt de travail. La visite de pré-reprise est à l'initiative du salarié, du médecin conseil de l'assurance maladie ou du médecin traitant. Par contre, un médecin du travail, même si cette visite de pré-reprise n'est pas prévue qu'elle soit à l'initiative d'un médecin du travail ou d'un employeur, rien n'interdit au médecin du travail ou à un employeur d'informer son salarié de la possibilité de faire cette demande de visite de pré-reprise. Et de présenter aux salariés l'intérêt que ça
que ça a d'aller voir le médecin du travail pendant l'arrêt de travail pour anticiper la reprise. Lorsque le médecin du travail, à l'issue d'une pré-reprise, d'une ou plusieurs pré-reprises, parce qu'il peut y avoir plusieurs examens de pré-reprise, lorsqu'il y a des recommandations qui sont à mettre en place ou qui sont formulées par le médecin du travail, celui-ci peut s'appuyer sur d'autres partenaires tels que notre service, le service maintien Cap Emploi, le service social de la CARSAT ou le service médical de la CARSAT et de l'assurance maladie. Il peut aussi s'appuyer sur la MDPH pour commencer à initier une demande de RQTH pour le salarié. Voilà. Alors Nathalie, justement, je te pose une question puisque c'est en lien avec le dossier de demande RQTH. Donc la question est, je vais la lire, ce sera plus simple. Est-il possible de solliciter un rendez-vous avec le Cap Emploi pour remplir ensemble un dossier MDPH? En tant que référente handicap au sein de mon entreprise, je remplis souvent des dossiers, mais je pense que parfois des éléments me manquent pour le renseigner le plus efficacement possible. Bien évidemment, on peut tout à fait nous solliciter pour aider au remplissage ou à la constitution d'une demande de reconnaissance de travailleur handicapé. Tout à fait. Alors toujours dans cette idée d'accompagner en effet le salarié et l'employeur sur leur maintien au poste. Et au-delà de la complétude du dossier, c'est vraiment d'identifier ensuite quelles seront les actions possibles. Tout à fait. Merci. Alors, parmi les actions du coup mobilisables pendant l'arrêt pour anticiper une reprise, en fait, on peut solliciter les prestataires qui sont donc identifiés et financés par la GFIP. Donc, la GFIP, en fait, elle mandate des prestataires spécialisés dans chacun des types de handicap ou déficience pour plusieurs types de prestations, mais celle qui va nous intéresser, c'est le bilan fonctionnel, puisque parfois, une personne qui est en arrêt de travail ne va pas savoir identifier ce qu'elle peut refaire, ce qu'elle peut reprendre comme activité, comme geste professionnel au moment de sa reprise. Donc, l'objectif de ce bilan, c'est d'apporter un éclairage du coup, sur ses capacités et sur les potentialités mobilisables à sa reprise, que ce soit sur les tâches qui constituent son poste initialement ou bien sur les tâches qu'on envisage de lui donner au moment de son retour. Et au sein de ce bilan, au cours du bilan, il peut y avoir effectivement de la mise en situation avec du matériel. Alors, les prestataires, les équipes, elles sont variées en fonction des problématiques. Par exemple, on va pouvoir travailler avec l'Institut au sens qui est l'ancien Haute-Baudière pour la partie visuelle, la problématique visuelle, et on peut mobiliser du coup le regard d'un orthoptiste, d'un ergothérapeute, ergonome sur le handicap, les difficultés de la personne, et déjà pouvoir commencer à identifier du matériel qui pourrait permettre de compenser en fait, ce handicap au regard des tâches et activités qui sont envisagées. Donc, ce sont des prestations qui sont plutôt de courte durée. L'idée, c'est sous 1 mois, 2 mois, en fonction bien sûr des délais du prestataire, de pouvoir réaliser ce bilan et d'avoir une restitution écrite avec le plus souvent, on essaye une restitution également en présentiel. Alors, l'employeur n'est pas forcément tenu informé de la totalité du bilan, puisque dans ces bilans, il y a quand même des données sur l'état de santé, des données médicales, et puis sur parfois l'histoire du salarié et du coup sur la problématique de santé. Donc, voilà, le salarié a tout à fait le droit de tenir aussi certaines choses de l'ordre du privé, mais on fait toujours un retour quand même sur les perspectives que l'on envisage et sur ce qui peut être mobilisable en termes de solutions, mais qui sont bien sûr à tester sur poste après. Généralement, ça se fait en plusieurs entretiens avec la personne. Donc, la personne peut rencontrer plusieurs professionnels. Les rendez-vous peuvent se faire parfois dans nos locaux au sein du Cap Emploi. C'est le cas, par exemple, pour les bilans neuropsychologiques, dès lors qu'il y a
une atteinte sur la partie cognitive, on peut mobiliser ce type de bilan et ces bilans peuvent être réalisés dans nos locaux. Par contre, dès lors qu'il y a du matériel un peu plus spécifique, voilà, les bilans se font dans les locaux des prestataires ou, par exemple, dans des CFA du bâtiment s'il y a besoin de mettre en situation avec eux du matériel spécialisé. Voilà. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, les prestataires sont mandatés par la GFIP. Donc, on a la possibilité d'identifier un prestataire qui va répondre en tout cas à la problématique rencontrée par la personne. Et puis donc, sur prescription, toujours sous validation, bien sûr, du médecin du travail, qui est toujours tenu informé de la mobilisation de ce bilan et dans la mesure du possible, c'est vrai qu'il est préférable qu'il assiste aussi à la restitution puisque lui, ça lui donne aussi des éléments par rapport à un retour dans l'entreprise et des restrictions qu'il peut bien sûr en tirer. Voilà. Alors Amélie, je me permets, Oui. puisqu'on a une question sur le bilan fonctionnel, je pense que je te la pose directement. Donc, quel organisme est à même de former au bilan fonctionnel? Est-il très éloigné du bilan de réorientation ou bilan de compétences? Alors, ça n'a pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Un bilan fonctionnel, par exemple, donc une personne, en prenant l'exemple de quelqu'un qui a fait un AVC, dont l'état de santé se stabilise et on envisage une reprise, mais on sent que certaines de ses capacités cognitives ne sont pas forcément les mêmes qu'avant son arrêt, ce qui s'entend. Du coup, on va solliciter, par exemple, l'UCO pour un bilan plutôt neuropsychologique. C'est plutôt pour rétablir le fonctionnement cognitif de la personne. L'objectif du bilan fonctionnel, on ne va pas être sur les mêmes questions qu'un bilan de compétences, savoir ce que la personne souhaite, veut reprendre comme activité, là où elle trouve un intérêt. On est vraiment sur une évaluation des capacités donc fonctionnelles, donc visuelles, auditives, motrices, cognitives, enfin voilà, de la personne suite à cette problématique de santé pour identifier du coup les capacités de reprise ou les capacités en tout cas qu'elle peut mobiliser pour une reprise. Je ne sais pas si ça répond à la question. Madame Chassagne, n'hésitez pas à activer votre micro si vous le souhaitez ou nous répondre. Oui, merci. Bon, parfait. Merci Amélie. Donc, dans les mesures mobilisables pendant l'arrêt pour anticiper la reprise d'un salarié, on a un outil qui est vraiment extrêmement intéressant et qui s'appelle l'essai encadré. L'essai encadré permet à un salarié en arrêt de tester la compatibilité d'un poste de travail avec ses capacités sans perdre le bénéfice des indemnités journalières. C'est très important puisque ça permet du coup à la personne d'aller se tester sur soit son poste antérieur, soit un nouveau poste de travail au sein de l'entreprise, soit d'aller tester du matériel en vue d'un aménagement de poste sans interrompre l'arrêt de travail et donc sans mettre fin à ses indemnités journalières. L'essai encadré est possible sur une durée de 14 jours, renouvelable une seule fois. Et ces 14 jours peuvent être mis en place soit en continu, soit de manière discontinue, c'est-à-dire ça peut être une première semaine avec 2 jours d'essai encadré, une deuxième semaine avec 3 jours d'essai encadré, etc., jusqu'à un nombre de jours maximum de 14 jours. Et l'essai encadré peut être aussi organisé sur journée complète ou demi-journée. C'est intéressant par rapport à l'évaluation, on va dire, des capacités de rythme de travail de la personne, à savoir est-ce qu'elle peut reprendre à l'issue de son arrêt sur des journées complètes ou est-ce qu'il va falloir envisager peut-être une reprise
sur la base d'un temps partiel thérapeutique parce qu'on se rend compte qu'après une demi-journée de tests, de poste de travail, la personne fatigue, etc. Donc, ça va nous donner des indications un petit peu sur les possibilités, les capacités de la personne à faire face aux exigences d'un poste de travail en termes d'horaire, en termes de rythme, etc. L'essai encadré permet également de tester des aménagements ou du matériel. On va le voir après si on a le temps dans l'exemple d'accompagnement. Et puis, donc, au niveau des bénéficiaires, c'est possible pour les assurés du régime général en arrêt de travail, y compris les apprentis, les intérimaires, les stagiaires en arrêt. Et le risque ATMP, donc accident de travail, maladie professionnelle, est pris en charge par la CPAM. En termes de mise en œuvre, il est très important de bien définir les objectifs au départ, c'est-à-dire en amont de la mise en place d'un essai encadré. Ces objectifs sont définis en lien avec le médecin du travail, l'employeur, bien évidemment, et le salarié. Il est important de bien définir notamment qui fait quoi pendant cet essai encadré parce qu'on a la possibilité de mener des observations, des entretiens, de faire des études de poste aussi pendant l'essai encadré, c'est-à-dire que tout à l'heure, Amélie vous a présenté les bilans fonctionnels qui sont réalisés par des prestataires mandatés par la GFIP. Une fois le bilan fonctionnel réalisé, s'il y a besoin d'aller voir concrètement sur le poste de travail comment ça se passe, ce qui peut être mis en place, etc. L'essai encadré va permettre du coup aux prestataires spécialisés de faire cette étude de poste dans l'entreprise. L'étude de poste peut être faite par contre également par le médecin du travail, par un professionnel de santé du service de santé au travail, par le conseiller de Cap Emploi également. Et nous pouvons également mettre en place ce qu'on appelle, nous, les EPAST, les études préalables à l'aménagement et l'adaptation des situations de travail, qui est une prestation financée par la GFIP et qui permet vraiment d'aller creuser et approfondir une situation de travail pour identifier des aménagements potentiels. La mise en place d'un essai encadré se fait avec l'autorisation et l'accord préalable du médecin du travail, du salarié et de l'employeur, bien évidemment, avec également l'autorisation du médecin traitant du salarié. Et on a des formulaires spécifiques pour faire cette demande d'essai encadré. Et il faut également l'autorisation de l'assurance maladie pour mettre en place un essai encadré. Et à la fin de l'essai encadré, on a un bilan obligatoire qui est réalisé avec le médecin du travail, le salarié, l'employeur et le Cap Emploi si nous sommes intervenus sur cette mesure-là. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Alors, je n'ai pas de questions dans le chat, n'hésitez pas, ou vous pouvez aussi activer votre micro si vous souhaitez échanger et poser des questions sur ces différents dispositifs, actions mobilisables pendant l'arrêt. J'ai non, c'est très clair, merci. Donc, Je vais vous présenter un exemple d'accompagnement sur un projet de maintien dans l'emploi d'une salariée donc âgée de 30 ans qui occupe un poste de préparation d'appareils électroniques avant leur expédition chez les clients.
Donc, la préparation des appareils électroniques en question, c'est vraiment un ensemble d'opérations manuelles à réaliser sur l'appareil en question pour s'assurer que l'appareil est bien opérationnel et avant qu'il soit expédié chez le client. Il y a des opérations donc, manuelles et des contrôles visuels sur des écrans de PC pour voir si les paramètres enregistrés ressortent en bonne et due forme, etc. C'est une personne donc, qui était en arrêt de travail pour des douleurs lombaires, pour des douleurs au niveau des cervicales également, et des douleurs au niveau des deux membres supérieurs et principalement au niveau des épaules. Ces douleurs étaient chroniques, donc ça faisait plusieurs mois qu'elle était dans cette situation de difficulté en difficulté par rapport à la tenue de son poste de travail à cause de ces douleurs. Le médecin du travail connaissait déjà un petit peu la situation de la personne parce que voilà, c'est un médecin du travail qui suit l'entreprise depuis de nombreuses années. Et à l'occasion d'une visite médicale occasionnelle, il avait eu la possibilité, ou en tout cas, il avait été déjà alerté à ce moment-là. Donc, c'était bien avant septembre 2020. Il avait eu la possibilité de faire le point avec cet salarié et a été alerté sur ses douleurs. Finalement, cette personne se retrouve en arrêt de travail en printemps 2020. Il la voit en visite de pré-reprise en septembre 2020. À ce moment-là, le diagnostic de la problématique santé n'était pas bien identifié. Donc, il a orienté la salariée vers son médecin traitant pour qu'elle puisse prescrire des examens médicaux complémentaires parce qu'il était important pour le médecin du travail de connaître l'origine de ses difficultés de santé. Par la même occasion, le médecin du travail, au cours de l'examen de pré-reprise, informe la salariée de l'intérêt de faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et il lui remet un dossier en ce sens, sachant que la salariée n'était pas du tout opposée au fait de faire cette démarche-là. euh, Parce que ça allait permettre de rechercher un aménagement de son poste de travail pour lui permettre de reprendre dans les meilleures conditions possibles. Le médecin du travail, à l'issue également de cette pré-reprise et avec l'accord de la salariée, il fait des recommandations d'études de son poste de travail et sollicite notre intervention. Donc, il saisit le service maintien pour accompagner ce projet d'études de poste et d'études des adaptations possibles du poste de travail de la salariée. La salariée était bien évidemment informée et d'accord pour que l'on puisse intervenir et que l'on puisse bien évidemment informer son employeur de toute cette démarche-là. Donc, l'étude de poste a été réalisée conjointement par le médecin du travail et moi-même en décembre 2020. Le médecin du travail a souhaité attendre, comme il avait demandé des examens complémentaires, le médecin du travail a souhaité attendre les résultats de ces examens complémentaires pour connaître l'origine du problème de santé. Une fois qu'il a eu les résultats, nous avons organisé une rencontre dans l'entreprise en décembre. Alors, on aurait voulu ou pu la faire un peu avant, mais avec le contexte sanitaire de fin d'année dernière, on a attendu décembre. Donc, en décembre, on a organisé une rencontre dans l'entreprise avec l'employeur, le salarié, la salariée en arrêt, le médecin du travail et moi-même. Nous sommes allés voir le poste de travail de la salariée. On a pu mettre en évidence que son travail comportait beaucoup de temps pour faire les opérations manuelles sur les appareils qui étaient posés à plat sur le plan de travail, beaucoup de temps avec la tête fléchie vers l'avant.
Donc, on a évalué ça de l'ordre, en fonction des appareils, 5 minutes à une demi-heure. Donc, passer 5 minutes jusqu'à une demi-heure, tête fléchie, pour faire les opérations sur les appareils électroniques, c'était très compliqué pour la salariée. Voilà, de reprendre dans ces conditions-là. Nous avons mis en évidence également des sollicitations au niveau des membres supérieurs avec beaucoup de gestes répétitifs des bras et surtout aussi un travail des bras sans appui, c'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait comme opération manuelle sur les appareils, elle n'était pas maintenue au niveau des avant-bras et ça a entraîné du coup des tensions au niveau des cervicales qui venaient à accentuer encore ces difficultés et ces douleurs. Donc, suite à cette visite et étude du poste avec le médecin du travail, nous avons pu identifier plusieurs solutions matérielles. Je vous les ai reprises ici, c'est-à-dire essayer de voir la possibilité pour la salariée de mettre en place un plan de travail incliné pour tout simplement limiter en fait la flexion de la tête lorsqu'elle fait les opérations sur le clavier des appareils. Donc c'est un peu rapprocher en fait l'appareil de la hauteur de son visage. C'était de mettre aussi en place un siège ergonomique avec un soutien cervical et un renfort lombaire personnalisable qui permet en fait à chaque fois qu'elle bouge d'avant en arrière ou qu'elle tourne, etc., pour faire ses opérations sur les appareils, qu'elle puisse toujours être maintenue de façon optimale et de façon permanente au niveau de son dos. Et puis, on avait la piste également de tester des supports de bras articulés. En fait, ce sont comme des accoudoirs, mais un peu plus performants et sophistiqués, puisqu'ils sont articulés. Ils accompagnent en fait le mouvement des bras de la personne dans tous les gestes qu'elle peut être amenée à effectuer. Et ça compense en fait le poids de ses bras lorsqu'elle faisait les opérations sur les appareils. Donc, par rapport à ces solutions qu'on avait identifiées, on ne savait pas si ça allait pouvoir fonctionner ou pas. Donc, nous avons mis en place un essai encadré du 19 janvier au 29 janvier. Donc, on a mis en place cet essai encadré pendant 14 jours. Une première semaine où la personne a testé du matériel à temps partiel. Donc, ça veut dire qu'on mettait en place ça, l'essai encadré par demi-journée. À la fin de la première semaine, on fait le point avec la salariée. On va la voir sur son poste de travail avec le matériel à laisser, en présence du médecin du travail, de l'employeur et de moi-même. On voit que ça se passe plutôt bien, que la salariée ne remonte pas de douleurs particulières au niveau de la tenue du poste, etc. Donc, on valide le fait de mettre en place, de poursuivre l'essai encadré la semaine suivante sur une semaine complète pour voir un petit peu si elle est en capacité de tenir son poste à temps plein. Et puis, donc, ça s'est fait la deuxième semaine. Au bout de la deuxième semaine, on fait notre bilan avec la salariée, l'employeur, le médecin, et la salariée a validé la totalité du matériel qu'elle avait pu tester. Donc, elle a pu reprendre à temps partiel thérapeutique dans un premier temps, le temps de finaliser les ajustements de son poste de travail en février 2021. Voilà. Et bien évidemment, du coup, les aménagements matériels ont un coût pour l'entreprise. Et j'ai accompagné donc l'entreprise dans la constitution de la demande de financement du matériel auprès de la GFIP. Voilà. Merci Nathalie pour cet exemple. Nous avons une question. Alors, je vais la lire ou je vous laisse la poser, Madame Chassagne, excusez-moi, puisqu'elle a l'air très complète, cette question. Je vous en prie. Et vous avez raison. C'est une situation que vous avez en cours, je crois.
Oui, en fait, j'ai des personnes qui s'adressent à moi, donc des personnes sourdes hein, en particulier. C'est ces personnes-là, moi, avec lesquelles je travaille. Et je ne suis pas complètement persuadée que le service de maintien à l'emploi soit toujours adapté pour ces personnes-là. Une fois que, disons, qu'elles ont fait leur place en tant que personnes sourdes dans leur entreprise et que, on va dire, tout ce qui est contrainte de appareils lumineux, etc., donc tout ça, c'est réglé. Euh, Elles sont quand même tentées, enfin obligées, entre guillemets, de faire appel à ces procédures-là de maintien à l'emploi lorsqu'elles ont besoin peut-être d'évoluer dans leur poste, de changer de poste ou d'orientation. Et j'ai l'impression qu'elles ne trouvent pas d'autres possibilités donc, de s'adresser à ces services-là, qui de fait sont pas forcément, répondent pas totalement à leurs besoins. Euh, donc, ma question, c'est quels sont vos interlocuteurs à vous lorsque vous avez des personnes sourdes qui s'adressent donc à vous pour, euh, ça peut être un mal-être même professionnel, mais qui n'est pas forcément uniquement dû au handicap, puisque c'est considéré comme un handicap, la surdité. Quels sont donc vos interlocuteurs? Est-ce que vous avez la possibilité de travailler avec des partenaires extérieurs sur des compléments de services d'accompagnement au conseil professionnel, en bilan d'orientation, etc. Ou est-ce que vous êtes totalement dépendant donc, de ces financeurs qui fonctionnent par des marchés publics? Alors, on est dépendant du marché et donc des prestataires qui sont retenus dans le cadre de ces marchés. Donc, en effet, donc on travaille avec Au Sens, hein, donc anciennement Persa-Gautière. Après, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, en effet, les conseillers maintien peuvent accompagner, les conseillers maintien, excusez-moi, les conseillers Cap Emploi, on va plutôt dire, peuvent accompagner, les personnes sourdes dans le cadre de leur, réflexion sur une nouvelle orientation, une évolution de projet, de projet professionnel. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, sur l'ensemble de votre question, mais en tout cas, on n'a Mais en pas fait, d'autres, on travaille pas avec d'autres, partenaires que la Persa Gautière. le conseil professionnel, en fait, c'est le service que vous offrez, c'est le conseil en évolution professionnelle, c'est le CEP, c'est Tout ça? à fait. On est D'accord, habilité en tant qu'opérateur, service public de l'emploi, hein, donc on est opérateur, CEP pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés. d'accord. Et Pour dans le toute personne en cadre, activité, de toute façon, que ce soit, voilà, toute personne en activité. Nathalie? oui, j'allais dire, dans le cadre d'un CEP salarié pour la situation, par exemple, d'une personne sourde qui souhaite évoluer au niveau professionnel, s'il y a besoin de mobiliser des acteurs justement un peu spécifiques, des prestataires spécifiques hein, pour l'accompagner aussi dans, dans l'élaboration d'un nouveau projet professionnel ou dans une évolution professionnelle, le conseiller CEP a la possibilité de mobiliser le prestataire spécialisé. Donc Donc, Je ne sais pas si ça au répond à votre sens. question au sens. vous directement chez Cap Emploi, vous avez la possibilité, vous avez cette autonomie-là. Oui, on Oui, peut accompagner sans le prestataire, mais si, le conseiller, estime qu'au vu de la situation, au vu, voilà, selon les besoins, il peut faire appel, au prestataire, mais mm. on peut aussi accompagner sans. Après, ça dépend des situations et des besoins. Oui, oui, tout à fait. Mmh, D'accord. Merci. je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres situations que vous auriez, actuellement et que vous souhaiteriez, échanger avec nous? Sur lesquelles vous souhaiteriez échanger? Profitez-en, vous pouvez, n'hésitez pas à désactiver votre, micro pour, poser votre question, en direct.
si vous voulez des compléments d'informations. Donc, de toute façon, hein, ce webinaire est enregistré. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner au début de, de notre présentation. Donc, c'est enregistré, donc on vous l'enverra et on vous enverra également le support de présentation. Excusez-moi, j'ai une petite question à Allez-y. vous poser. J'ai un salarié qui a fait une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH. Son dossier a été accepté, mais a été refusé la prise en charge financière de l'appareil auditif dont il a besoin. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui, en fait? Est-ce qu'il y a un autre moyen de pouvoir bénéficier d'une prise en charge, qu'elle soit partielle ou totale, pour l'aider? Amélie, je te laisse répondre. C'est toujours de faire une demande auprès de la MDPH. Mais s'il y a un refus de prise en charge par la MDPH, on peut mobiliser la GFIP Ouais, c'est ça. pour aider financièrement au financement de cet appareil-là. Donc la GFIP va intervenir en complément de la sécurité sociale et de la mutuelle dans la limite de 700 € par appareil, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. 800. 800. C'est passé à 800 récemment, oui. Donc voilà, 800 € par appareil. Donc voilà, en fonction, donc ça c'est le plafond, mais en fonction du restant à charge, si il est inférieur ou égal à 1 600 € pour un appareil bilatéral, ça veut dire qu'on peut mobiliser la GFI pour financer la totalité du restant à charge. En revanche, si le restant à charge est supérieur à 1 600 €, il y aura un restant quand même à charge pour le salarié. Pour le salarié, oui. Après, voilà, il faut pas hésiter à mobiliser aussi parfois les mutuelles lorsqu'il y a un restant à charge, au moins questionner. Parfois, il y a des possibilités de prise en charge. D'accord, très bien. Bon, bah, je vais voir ça avec lui. C'est parfait. Merci beaucoup. Et après, à questionner, enfin, je ne sais pas quel poste est utilisé, mais toujours une attention particulière parce que lorsque la personne est appareillée, est-ce qu'il utilise le téléphone? Est-ce que cet appareil va répondre, enfin, en tout cas, va compenser en totalité les difficultés qu'il peut avoir sur l'utilisation du téléphone ou de la visio, ou s'il est dans un environnement bruyant, est-ce que il y a des choses à prévoir en termes de pays spécifiques? Enfin, ouais. D'accord, oui, effectivement, lui, il travaille dans un environnement bruyant, donc à la fois, il a besoin d'entendre mieux et à la fois, il a besoin d'être protégé contre le bruit. Donc, Alors qu'il n'hésite pas à revoir avec son audioprothésiste, hein, il y a des réglages qui sont possibles pour limiter comment dire, la contrainte du bruit environnant, parce que l'objectif, ce n'est pas d'amplifier non plus le bruit de l'environnement. Complètement. Donc, voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonjour, j'ai une question sur ce dont vous parliez au début de garder le contact avec le salarié pendant l'absence. Nous, là, on a une salariée qui est absente depuis plus d'1 an. Et du coup, fort de ce conseil avec lequel on est tout à fait d'accord, on aimerait bien reprendre le contact, mais pour le coup, pendant 1 an, on n'a eu aucun contact. Est-ce que vous avez un conseil pour justement reprendre ce contact, sachant que il est déjà un peu brisé? Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Ça peut peut-être passer par un courrier dans le prochain bulletin de salaire pour indiquer que vous aimeriez reprendre contact pour voilà, faire un point sur l'arrêt, sur les prolongations. Enfin, je ne sais pas. Ça peut être aussi, je pensais, excusez-moi, faire un courrier effectivement au prochain bulletin de salaire pour informer le salarié de la possibilité qu'il sollicite une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail et de l'intérêt de cette visite de pré-reprise. Je ne sais pas si on transmet le document, là, le guide du maintien. Si, Nathalie, exactement, c'est ce que Avec une j'allais. méthodologie et des exemples de courrier pour effectivement, il faut
prendre beaucoup de précautions, hein, surtout en tant qu'employeur par rapport à ce qu'on peut dire ou ne pas dire à un salarié. Il faut que ce soit bien pris, etc. Donc, il y a des exemples de courrier, hein, pour expliquer à un salarié, voilà, qu'il peut solliciter une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail et donner quelques petites informations ou explications sur ce que c'est qu'une visite de pré-reprise, mais en des termes très très simples, hein, pour inciter en fait le salarié. Après, il le fait pas, ça, on peut pas, voilà, on peut pas aller au-delà, mais voilà, c'est au moins informé, je pense. Donc tout à fait Nathalie, hein, dans le cadre de la préparation de ce webinaire, on a trouvé un guide avec des exemples de courriers. Donc je vous l'enverrai avec le support et l'enregistrement du webinaire. Comme ça, vous pourrez vous y référer. Ce qui était aussi ce qu'on enfin, ce qu'on conseille également, c'est peut-être commencer aussi par voir s'il y a un ou une collègue avec qui elle est plus proche et peut-être de passer par ce collègue pour déjà recréer un contact et encourager la personne à reprendre contact avec vous. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc dans le chat, hein, une personne présente dit que vous pouvez aussi passer par le biais de l'infirmière de l'entreprise s'il y en a une. Souvent, le contact est bien apprécié. L'assistance sociale aussi, s'il y en a une. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, il est 12h30, je n'ai pas d'autres questions. A priori, c'est bon pour vous. Vous avez à peu près, en tout cas, j'espère que vous avez eu toute l'information que vous attendiez en suivant ces webinaires. On vous remercie de votre présence et puis, n'hésitez pas à vous réinscrire. On vous fera une invitation pour le webinaire, anticiper la reprise et quelles sont les actions à mettre en place à la reprise. Donc merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.